Aimables téléspectateurs, merci pour votre fidélité à Star 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Star. Comme vous le savez, cette émission vous permet d'analyser, de décrypter l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Monsieur Jacques Bonimi. Il est le président de l'UPG, Union pour le progrès de la Guinée, ancien commissaire de la CENI. Avec lui, on s'intéresse au fichier électoral. Vous le savez pertinemment, un fichier aujourd'hui contesté par l'opposition guinéenne, d'où la présence en Guinée de la mission conjointe de l'Union africaine et celle de la CEDEAO. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Et le parti IPG? Le parti IPG se porte bien et il est présent partout où besoin est. Donc, membre de l'opposition plurielle, bien sûr, membre de la convergence de l'opposition démocratique, et membre du FNDC également. Ok. Alors, on s'intéresse au vif du sujet. Il s'agit bien sûr du fichier électoral aujourd'hui contesté par l'opposition guinéenne dont vous faites partie. Qu'est-ce que concrètement vous reprochez de ce fichier électoral? Bon, il faut d'abord rappeler que le fichier guinéen a été fondé en 2007 suite au fichier alphanumérique qui avait géré les premières élections. Il a été question, à la suite, bien sûr, de la demande de l'opposition de mettre en place un fichier biométrique. Et quand nous sommes arrivés à la CENI en 2007, ça a été l'un des premiers travaux que nous avons effectués avec la SAGEM pour mettre en place un fichier biométrique. C'était prévu pour un travail de 6 mois. On est allé presque à 2 ans et quelques pour pouvoir tenir les élections en 2010 avec le fichier biométrique. C'est vrai que nous avons eu à changer beaucoup d'opérateurs pour arriver aux derniers opérateurs et avec un fichier comportant beaucoup de problèmes. Parce que l'ensemble des opérateurs qui sont passés n'étaient pas en interconnexion. Finalement, celui qui vient, il reprend tout selon sa méthode, selon son logiciel. Et il n'y avait pas de concordance entre les différents tableaux du fichier. C'est pourquoi le dernier audit a recommandé à ceux qu'il y ait vraiment une remise à plat et que l'opérateur qui va être sélectionné soit en mesure de régler les problèmes que le fichier connaît. Et pour résoudre ces problèmes-là, on a, selon les recommandations de l'audit, la recommandation la plus forte, disait qu'il fallait que tous les électeurs passent devant les machines. Et cela avait pour intérêt d'épurer du fichier tous ceux qui sont décédés et tous ceux qui se sont déplacés et même les cas d'anomalie que le fichier connaît déjà. Vous savez bien, oui, vous savez bien que ce fichier a environ 2 500 000 personnes qui ont soit des anomalies sur leur biométrie, c'est-à-dire la figure ou les empreintes, ou sur les données alphanumériques. Ce que les gens appellent généralement des fictifs, mais en réalité, ce n'est pas des fictifs. Ce sont des personnes qui existent, mais qui ont été mal enregistrées, soit sur le plan biométrique ou sur le plan alphanumérique. Donc, il fallait faire passer tout le monde devant la machine pour régler ce problème-là. Et malheureusement, la CENI qui était chargée de mettre en application les recommandations de l'audit a pris un chemin de contournement. C'est-à-dire, à quoi fait allusion, un chemin? Oui, en contournant les recommandations. Du fichier? Non, de l'audit, bien sûr. Ok, par des recommandations faites par des experts. Par les experts, pour utiliser des fiches d'identification qui n'étaient pas prévues au départ, à l'avance. Et ces fiches ont été déployées sur le terrain, les gens ont rempli les fiches et le travail a été fait en site central pour résoudre la question du passage des gens. Mais il se trouve que l'ensemble des Guinéens n'avaient pas compris la question des fiches d'identification. Donc beaucoup ne sont pas allés se faire identifier. Moi, par exemple, je n'ai pas été parce que pour moi, ce n'était pas vraiment prévu par les recommandations de l'audit. J'attendais de passer devant la machine pour m'enregistrer. Donc, le recensement qui a été fait, c'est un ensemble de personnes qui ont été pris pendant ces 25 jours et qui ont été ajoutées au nombre qui existait. C'est ce qui nous a amené vers 8 300 000 personnes. C'est-à-dire que de 6 millions, on est passé à 8 300 000. Mais
de traitement en traitement avec la complicité des experts de la francophonie, on est actuellement à 2 700 000, à 7 700 000 électeurs. Oui. Ce qui n'est pas tout à fait fondé parce que la moyenne de la sous-région est environ à 40% et nous nous retrouvons à 62,8%. Oui. Ça fait déjà un surplus difficile à absorber. Mais la question aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'il faut aller avec les recommandations de l'audit ou aller au site central pour essayer de corriger des choses en laboratoire qui ne vont pas donner un résultat que nous espérons avoir. Oui. Donc, il est question aujourd'hui d'aller vers un dialogue pour voir dans quelle mesure on peut aller vers la correction de ces anomalies en respectant surtout les recommandations de l'audit, parce qu'il n'est pas question de reprendre aujourd'hui l'audit. Ok. Alors aujourd'hui, je le disais à l'entente de cette émission, une émission conjointe est arrivée à Conakry, composée bien sûr, une émission conjointe de l'Union, composée de cette Union africaine et de la CEDEAO. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez de l'espoir, avec la présence justement de ces experts, de trouver une solution au fichier électoral guinéen? Puisque vous reprochez tant de choses à ce fichier. Bon, écoutez bien, en fait, on a vu une lettre sur les réseaux sociaux signée par le responsable des affaires politiques de la CEDEAO, oui, qui désignait 3 experts informaticiens pour venir appuyer la CENI dans la correction de ces anomalies sur le fichier. Oui. Leur travail est un appui technique qu'ils vont apporter. Une assistance. Une assistance technique. Okay. C'est vrai que nous avons déjà émis des doutes par rapport au délai accordé à la mission. 10 jours. 10 jours oui, de travail ne nous permet pas d'aller réellement en profondeur. De régler le problème, oui. De régler le problème. Oui. Et malheureusement, parmi les 3 auditeurs ou les 3 experts qui ont été mandatés par la CEDEAO, il y a un monsieur du nom de Tal. Oui, Nourdine Tal. Nourdine Tal, qui a travaillé avec nous quand nous étions à la CENI. À l'époque. À l'époque, bien sûr. En 2015, il est venu dans une mission du RECEF, le réseau des compétences électorales francophones, qui est une agence de la francophonie qui travaille dans le domaine des élections. Oui. Et pendant cette mission, effectivement, ils ont fait des travaux sur le fichier. C'était toujours dans le cadre, bien sûr, de la correction de ces anomalies. Ce qui nous a étonné par la suite, c'est qu'après cette mission, M. Tal est revenu encore dans une autre mission qu'on ne connaissait pas, ni le mandataire, ni les tenants et les aboutissants. Oui. Cela nous a posé quand même des questions. Et pendant son séjour, ses allers-retours... En Guinée? Oui, son séjour à la CENI, je peux dire ainsi. Oui. Dans les travaux qu'il faisait sur le fichier, on s'est demandé, nous, en tant que commissaire, qui était réellement cette personne et qui l'avait mandaté. Ça fait des débats et en plénière et même en réunion en 2015 lors des réunions avec le comité international qui venait. Oui. Moi personnellement, je sais qu'un jour j'ai réagi par rapport au travail qu'il faisait. Donc aujourd'hui, Tal est un expert qui a pris part à la conception du fichier guinéen existant. Oui. S'il y a audit, s'il y a supervision de ces fichiers, ce n'est pas celui qui a été acteur pour concevoir ces fichiers qui peut encore revenir sous une autre forme pour regarder ces fichiers. C'est à cause de ça, moi personnellement, j'ai émis des doutes sur sa présence dans ce lot d'experts et j'ai pensé qu'il fallait récuser Tal pour que la CEDEAO... Mais finalement, il a été remplacé, je crois. Oui, c'est ce que nous avons appris. Et nous pensons qu'il n'est pas la personne la mieux indiquée pour venir travailler sur notre fichier en tant qu'expert, ou dans le cadre de l'audit, ou dans le cadre des constats, pour rendre compte à la CEDEAO en vue de prendre des décisions. Parce qu'il est un des acteurs qui a contribué à la conception de ce fichier. Très important pour cette précision. Nous allons vous proposer un reportage réalisé par la rédaction en politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec un autre invité. La Commission électorale nationale indépendante de nouveau face à la presse. Après un regard rétrospectif sur le processus électoral en République de Guinée,
Salif Kébé, président de l'institution, a décliné la priorité du jour, celle qui consiste à faire l'état des lieux de la mise en œuvre du processus électoral. La présentation de la statistique finale du fichier électoral estimé à 8 millions d'électeurs. Le président de la CENI a ensuite dévoilé le nombre de bureaux de vote dans le pays et à l'étranger. Plus de 19 000 bureaux de vote, soit 600 électeurs par bureau. Le tout devrait être présidé par un magistrat de l'ordre juridique. La rencontre d'aujourd'hui consiste à présenter les statistiques de ce qu'on a recueilli dans notre base de données à nos partenaires, les représentants des institutions internationales et aux diplomates représentant leur pays, qui nous ont toujours accompagnés et qui restent aussi des acteurs du processus électoral. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Le débat va continuer pendant un moment jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits et qu'ils comprennent, qu'ils sachent ce que nous avons fait comme travail. Voilà. Quant à la directrice du fichier électoral, elle a rappelé l'historique du fichier électoral en Guinée avant de procéder à la présentation du fichier électoral final pour les élections couplées du 1er mars 2020, sans oublier de rappeler le statut des 25 consulats et ambassades de la République de Guinée. Les élections législatives du 28 septembre 2013, le corps électoral est repassé encore à 5 212 539. Pour l'élection présidentielle du 15 octobre 2015, le corps électoral était à 6 042 643. Nous voilà en 2020, l'enrôlement qui nous a permis d'avoir ce chiffre. La région de Zérékoré, 525 038 hommes, 883 femmes, soit un total d'1 136 923. Ça donne au total 7 764 130 électeurs. Selon les recommandations de l'audit, les acteurs de la CENI annoncent avoir fait extraire les cas de décès dans le fichier révisé en tenant compte, disent-ils, des procédures juridiques. Pour les cas de doublons, Djenabou Touré tranche. C'est que quand un électeur rentre dans la base de données, l'électeur est comparé à l'ensemble des électeurs existants dans la base de données. Puisqu'on a demandé à tout le monde de revenir, il fallait dédoublonner encore les 5 millions de personnes qui sont arrivées aux 6 millions, comparer les 5 millions que nous avons eu aux 6 millions existants pour voir ce qu'ils ont. Et je vous ai donné les stats liées au nombre de doublons qui étaient dans l'ordre de 3 millions et quelques électeurs qui sont passés comme doublons, que nous avons retenus, que nous avons mis de côté par rapport aux électeurs qui sont venus. Conakry, Kindia, Labé, Kankan, Zérékoré, Boké, Mamou et Farana sont des régions à forte densité de la population électorale. Apprend-on. À peine dévoilé, le rapport final du fichier électoral 2019 suscite l'indignation de l'opposition et une frange de la population. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Jacques Bounimi. Il est le président de l'UPG Union pour le progrès de la Guinée, ancien commissaire de la CENI. Monsieur le Président, vous avez longtemps séjourné à la CENI, vous avez été un membre très actif à la Commission électorale nationale indépendante. Vous avez suivi des explications avec la responsable du fichier électoral à la CENI. Quelle est votre réaction là-dessus? Bon, en fait, Madame Camara, Touré, oui, Madame Camara, bien sûr, Djenabou Touré, a donné les résultats du travail qu'ils ont fait pour mettre en place un fichier électoral. Et ce résultat est aujourd'hui contesté parce que les opérations qui ont été menées n'ont pas permis, comme elle a dit, faire passer tout le monde. C'était ça la recommandation de l'audit, mais les 25 jours n'ont pas permis à tout le monde de passer devant. Oui, surtout à l'intérieur, il y a de ces endroits où les machines n'ont pas fonctionné à temps. Voilà, à l'intérieur comme à l'extérieur. Au Sénégal, par exemple, il n'y a pas eu de révision. Oui. Et dans d'autres pays également, en Chine, des problèmes administratifs ont empêché que l'opération ne se déroule là-bas. Oui. Donc, il n'y a pas eu réellement d'opération complète
pour permettre à tous les électeurs de passer devant les machines. Donc ce résultat qui est là aujourd'hui, je peux dire que c'est un résultat de laboratoire. C'est-à-dire que ceux qui ont été recensés ont été ajoutés à ceux qui existaient et on a essayé de faire un dédoublonnage, c'est-à-dire éliminer les doublons parce que ceux qui sont passés, certains se retrouvaient déjà dans le fichier. On a essayé de les comparer pour enlever, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Ceux qui se sont recensés maintenant là et qui existaient déjà dans le fichier, tous n'ont pas été comparés pour les extirper du fichier. C'est ce qui fait que le nombre est passé de 6 millions, comme elle a dit, 6,2 millions en 2015 à 7 millions 700 et quelques pour 2020. C'est une croissance exponentielle, c'est vrai, et incroyable même, parce que ça nous donne un pourcentage au-delà même de la moyenne qui est dans la sous-région. Est-ce que vous voulez dire par là, Monsieur le Président, que les recommandations des experts n'ont pas été prises en compte par... les recommandations de l'audit n'ont pas été respectées par la CENI. Dès le départ, je vous ai parlé des fiches d'identification qui ont été utilisées. Ça n'a jamais été le plan des experts qui ont fait l'audit du fichier. Ça a été une opération inventée par la CENI pour gagner du temps. Malheureusement, ça nous a fait perdre du temps et ça a donné un mauvais résultat. Donc aujourd'hui, on a un fichier qui n'est pas conforme à la réalité. Et pour résoudre ce problème, il faut revenir encore à l'audit, bien sûr, forcément. Nous allons alors marquer une courte pause. On revient dans un débat avec vous, aimables téléspectateurs. Nos valeurs, innovation, performance, intégrité. Comme se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, je le disais, il s'agit bien sûr de M. Jacques Bonemi. Il est le président de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée, ancien commissaire de la CENI. Alors, revenons sur toujours le cas du fichier, M. le Président. C'est vrai que vous avez touché du doigt les réalités justement de la CENI. Aujourd'hui, avec la présence des experts de la CEDEAO et de l'Union africaine, en 10 jours de travail, est-ce que le problème du fichier peut être résolu? Bon, avant d'arriver à votre question, je me rappelle que mon leader défunt, Jean-Marie Doré, est encore sur ce fichier. Ah bon? Ah oui, Jean-Marie. Sa carte est venue pour le... Bien sûr, sa carte est venue et ça fait même un tollé. Ça prouve que même des personnalités marquantes de notre pays qui sont décédés se retrouvent encore. Dommage, les recommandations de l'audit n'ont pas été prises en compte. Mais bien sûr, dire que tout le monde est passé, on ne peut pas dire que les morts sont venus passer aussi pour figurer sur le fichier. Maintenant, par rapport aux 10 jours, je ne crois pas que ça soit possible. C'est pourquoi nous avons demandé quels sont les termes de référence réels de cette mission. Est-ce qu'elle vient pour la correction des anomalies qui sont sur le fichier, ou bien la mission vient pour faire des constats en laboratoire et rendre compte à la CEDEAO pour prendre des dispositions en vue de corriger ce fichier-là. Parce que si on n'a pas les termes de référence de la mission, on ne peut pas savoir si les 10 jours peuvent suffire pour le travail qu'elle doit faire ou si ça ne suffit pas. Donc, on a besoin de savoir qu'est-ce que la mission vient réellement faire. Est-ce que vous, membres de l'opposition plurielle, avez-vous été associés à ce travail ou bien vous avez déjà pensé à avoir des représentants au sein de cette commission? Non, la question n'a pas été posée encore. En fait, l'audit du fichier avait regroupé les experts internationaux, les experts nationaux donnés par les partis politiques et la société civile et d'autres institutions de la nation qui avait participé à ces audits-là. Donc c'est un travail pour nous qui est complet. Aujourd'hui, on ne connaît pas la forme réelle de ce travail, ni les personnes qui vont être impliquées dans ce travail. Donc on a besoin quand même en tant qu'acteur, en tant que bénéficiaire de ce fichier, de savoir qu'est-ce que la CEDEAO veut réellement faire avec notre fichier. Est-ce que
la lettre envoyée par le président donnait déjà les lignes directrices, sans tenir compte. Monsieur le président, dans le courrier, il a mentionné quand même 2 semaines de report, même si, puisqu'on a suivi ce matin ce communiqué de l'OIF, qui a mentionné que pour le moment, on ne peut pas s'exprimer sur le nombre de jours que prendra l'opération quand même de l'assainissement de fichiers. Bon. Moi, je n'ai pas lu la lettre du président. Je n'ai pas écouté non plus. Oui, puisque le président, dans son discours officiel, il a parlé d'un léger report. Mais dans le courrier adressé à la CEDEAO, il a parlé d'un report de 2 semaines. De 2 semaines. Oui. Bon, en fait, 2 semaines ne veut pas dire qu'après les 2 semaines, on va faire les élections. Oui. 2 semaines, il y a des partis de l'opposition qui nous amener à 2 mois ou à 4 mois ou à 6 mois. Ah bon, oui. Oui, bien sûr, la date des élections va être fixée après. Et je pense que si la CEDEAO veut nous sortir de cette situation, on a besoin d'aller à un dialogue. J'aurais même préféré qu'une mission de haut niveau vienne pour rencontrer les différentes parties prenantes. Ensuite, si possible, engager un dialogue avant de faire venir, parce que c'est à l'issue du dialogue qu'on allait savoir quels sont les problèmes qu'il faut résoudre pour faire venir. Mais monsieur le président, l'inquiétude dans tout cela, vous avez suivi le président dans son discours, il a mentionné que son discours, son adresse à la nation, il s'intéresse aux partis politiques en compétition. Pourtant, les partis politiques en compétition, en principe, il va faire des réclamations. La réclamation, c'est l'opposition plurielle, je crois. Bon, ben, s'il y a eu report aujourd'hui, c'est grâce à l'opposition plurielle, aux manifestations de l'opposition, du FNDC de façon générale. On ne peut pas occulter non plus les recommandations ou les revendications du FNDC. Donc, une mission qui arrive ne peut que travailler avec le gouvernement et le FNDC, y compris les partis de l'opposition plurielle qui sont membres du FNDC, pour mettre en place un plan opérationnel pour nous amener aux élections. Ce n'est pas la décision du gouvernement, parce que si ça ne tenait qu'au gouvernement... C'était l'année depuis le 1er mars. Oui, le 1er mars, on aurait déjà fait les élections. Donc, on ne peut pas occulter aujourd'hui les efforts du FNDC par rapport à ce report. Ok. Nous allons vous proposer un autre reportage réalisé bien sûr par la rédaction politique de Star 21 TV. On revient sur ce plateau pour continuer les débats avec vous, aimables téléspectateurs. Mouvance et opposition restent campés chacun sur sa position. D'un côté, un pouvoir déterminé à tenir le cap des législatives et le référendum du 1er mars. De l'autre, une opposition qui joue son va-tout pour empêcher la tenue de ce scrutin décrié. La bataille s'organise au sein de l'opposition, consigne et donner de bouder, voire saboter la campagne retrait de cartes d'électeurs. Dans la commune de Ratoma, le même message est porté par le fédéral de l'IFDG. Ratoma, au départ, ils avaient dit que c'était 417 000 électeurs. On passe de 417 000 à 618 000 électeurs. Ça, c'est pour séduire qui? C'est pour convaincre qui? Ratoma, les chiffres officiels de la population est total, c'est 695 000 et quelques. Et le chiffre officiel de la population électorale, c'est 618 000. C'est comme pour dire que 90% de la population de Ratoma a la majorité. D'ailleurs, je précise que ces cartes ne servent à rien. Dans la démocratie, l'arme fatale, l'arme de destruction massive, l'arme nucléaire, c'est la carte d'électeur. Nous sommes en train de nous battre pour récupérer, parce que nous connaissons son importance. Et au même moment, ils sont en train de dissuader leurs militants de ne pas prendre. Libre à eux, mais demain, ils vont en faire encore un point de ségrégation, un point, alors que personne ne les empêche maintenant d'être dans le processus. Selon la CENI, ces cartes d'électeurs serviront de pièces à conviction pour les différents scrutins au cours de l'année 2020. À Matam, tout comme dans les autres communes de Conakry, l'opération de distribution des cartes d'électeurs s'effectue dans les bureaux des chefs de quartier. Déjà, le nouveau fichier divise davantage mouvance et opposition. Malgré que nous ne sommes pas concernés par ce processus, mais il est du devoir de l'État, il est du devoir de la CENI de respecter le code électoral en la matière. Les cartes sont venues de la commune, immédiatement on les a parachutées chez le chef quartier. Et vous savez, nous avons toujours eu des problèmes avec les chefs quartiers qui sont presque la quasi-totalité sont des RPG arc-en-ciel.
et ils n'ont pas cette légitimité de s'immiscer dans la distribution des cartes d'électeurs parce qu'ils sont déjà considérés comme des adversaires politiques. Si on cherche des gens qui ne sont pas militants, qui n'appartiennent pas à une formation politique, qui ne votent pas pour quelqu'un, importons des chefs de quartier. Mais il faut qu'on soit capable de respecter des gens. Arrêtons la spéculation partout. Les gens ont une conscience républicaine, démocratique. Des accusations fortuites qui est devenue la stratégie de cette opposition doivent pouvoir s'arrêter. Le monde est fixé sur le 1er mars, date annoncée pour la tenue des élections législatives. À ce jour, la plupart des citoyens recensés n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, je le disais, il s'agit de M. Jacques Bonimi, il est le président de l'UPG, l'Union pour le progrès de la Guinée, ancien membre de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, Monsieur le Président, vous avez suivi notre reportage de Star 21 TV, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit beaucoup de choses. Allez-y. En fait, la distribution des cartes d'électeurs pose déjà beaucoup de problèmes dans les quartiers. Le fait que ça soit venu directement au niveau des chefs de quartier, c'est vrai que ça se fait habituellement comme ça. Oui. Ils ne sont pas les mieux indiqués parce qu'il y a les commissions administratives quand même de distribution des cartes d'électeurs. Oui. Ce sont ces commissions qui devaient aller sortir les cartes et venir les distribuer. Si maintenant ça se trouve au niveau du chef de quartier, lui se permet de distribuer, ça pose un premier problème. Oui. Un second problème, c'est le fait de dire que la même carte qui est en carton, c'est pas en plastique, hein, va servir pour 2 ou 3 élections. Oui. En Guinée, avec la saison des pluies, parce que la dernière élection, qui est l'élection présidentielle, ne viendra qu'en fin d'année. Oui. Donc après la saison des pluies, on ne trouvera pas beaucoup d'électeurs avec leur carte d'électeur. Ils auront déjà perdu ou la pluie aura... Parce que certains vont se servir de ces cartes comme carte d'identité. Ils vont se promener avec pour se faire identifier en cas de vérification quelque part. Donc je pense que ces deux problèmes ne sont pas de nature à résoudre la question des cartes d'électeurs par rapport aux deux scrutins qu'on veut organiser en des périodes différentes. Oui, mais autre aspect, c'est par rapport justement à ce qui s'est passé à l'intérieur du pays. Vous avez suivi dans certains bastions de l'opposition, notamment à Moyenne-Guinée, où des cartes d'électeurs ont été brûlées, le matériel électoral. Oui, bon, pas seulement en Moyenne-Guinée. Même en forêt, je crois une partie, puisque on fait des fixations seulement sur la Moyenne-Guinée. Oui. C'est vrai que c'est la Moyenne-Guinée qui avait commencé, mais vous vous souvenez du matériel électoral qui a été brûlé à Kissidou? Oui. C'était un lot important de matériel électoral qui a même touché une partie de la préfecture. Donc, ici, il est question plutôt d'aller à des élections sereines avec la participation de tout le monde. C'est à cause du fait qu'il n'y a pas une inclusion de tous, justement, qui fait que par endroit, il y a des choses sans quoi je ne vois pas quelqu'un qui peut venir détruire délibérément des cartes d'électeurs ou du matériel électoral. C'est parce qu'il y a une crise. Et comment faire pour ne pas que cela arrive? Il faut essayer de résoudre cette crise-là par un dialogue sincère, pas comme les dialogues passés où on décide de quelque chose en commun et après la mouvance dit je ne fais pas, ou l'opposition n'a pas. Oui, mais parce que est-ce que l'opposition n'a pas une part de responsabilité, vous, parti de l'opposition, puisque le plus souvent les accords, la majorité présidentielle viole, vous les accompagnez parce qu'il n'y a pas de réaction. Bon, malheureusement, les députés de l'opposition ont accompagné la majorité pour sortir le plus mauvais texte sur la CENI aujourd'hui. Vous voyez que 7 membres quitte la CENI, toute l'opposition quitte et le reste continue à travailler. Alors qu'en 2012, quand les 9 de l'opposition avaient quitté, on a été obligé de renouveler cette CENI. Mais aujourd'hui, les 10 continuent à travailler, ils font le travail à la place de 17 personnes. Oui. Ça, c'est un premier aspect. Et le texte qui a été fait n'était fait qu'à l'image des grands partis qui étaient à l'Assemblée nationale. De telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a que la représentation de ces partis au sein de la CENI. Oui. Nous vivons les conséquences aujourd'hui. Pourquoi ne pas faire une CENI où ceux qui étaient partis parlementaires puissent prendre part à la CENI?
Parce qu'il y avait au moins 15 partis qui avaient des députés à la CENI. Oui. Pourquoi un seul parti va avoir 5 représentants, 6 représentants, 7 représentants? Tout ça, ce n'est pas normal. Oui. Je crois que nous faisons une commission électorale pour être représentative de toute la nation, que d'être représentative de 2 ou 3 ou 4 partis politiques, oui, qui font la part belle. Oui, oui, c'est dû à ce que l'opposition même s'est laissée berner par la mouvance présidentielle. Et aujourd'hui, vous voyez que le ministère a une part importante dans l'organisation des élections. Parce qu'ils ont fait un texte où on a confié le matériel lourd au ministère de l'administration du territoire. Notamment les préfets à l'intérieur du pays. Oui, les préfets, même le ministère. Oui. Aujourd'hui, on ne fait même plus de différence entre matériel lourd et matériel sensible. Donc, à quoi on fait allusion concrètement? Non, le matériel lourd, vous avez les urnes par exemple, c'est tout ce qui pèse et qui n'est pas sensible. Mais vous avez le matériel sensible, c'est par exemple les bulletins de vote, c'est par exemple les cartes d'électeurs, c'est par exemple... Les urnes. Non, les urnes sont du lot de matériel lourd. Mais aujourd'hui, on ne fait pas de différence entre matériel lourd et matériel sensible. Donc le ministère se charge de tout ça. Ça, c'est une faute commise par l'opposition en acceptant à l'Assemblée. Vous qui êtes le si vous avez fait la proposition à vos... Non, on n'est pas souvent écouté, on n'est pas souvent consulté. C'est la majorité. Malheureusement, ils font le travail à l'Assemblée. Le premier texte que j'avais eu, dans lequel, parce que le groupe parlementaire de l'UFR m'avait invité pour une consultation. Et le travail qu'on avait fait, ce texte a été modifié. Parce qu'il était question que les partis qui sont membres du groupe parlementaire ou des 2 groupes parlementaires se répartissent les députés. Mais moi, j'ai quitté la CENI à cause de ça parce que l'UFDG a pris, sur 7, ils ont pris 5. Oui. Et l'UFR n'avait que 2 représentants à envoyer. Le PDN est ce représentant. Bon, le PDN a été pris dans le lot de l'opposition républicaine. Oui. Donc, l'UFR n'avait que 2. Et malheureusement, l'UPG qui a 2 députés à l'Assemblée n'a plus bénéficié parce qu'on n'a pas pris part à l'élection présidentielle de 2015. Oui. Malheureusement, ceux qu'on a accompagnés en 2015, c'est-à-dire le RPG, n'a pas tenu compte de l'UPG. Ils ont plutôt pris des partis qui n'avaient qu'un député à l'Assemblée. Ok. Donc, le texte même, peut-être peut être bon, mais l'application pose déjà problème. Fait défaut. Nous allons marquer une courte pause. On reviendra sur ce plateau pour continuer bien sûr les débats, notamment la dernière tranche de cette émission. Star Virtual TV Guinée est une succursale de la télévision américaine Star 21. Nous entamons le dernier virage de cette émission consacrée au fichier électoral avec bien sûr notre invité. Il s'agit de M. Jacques Bonimi. Il est le président de l'UPG Union pour le progrès de la Guinée, ancien commissaire de la CENI. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, c'est vrai que pour le moment, vous ne faites pas partie du processus électoral. Si on vous demandait de faire des propositions concrètes pour une sortie de crise, quelle peut être votre avis? Bon, je rappelle d'abord que nous n'avons pas déposé nos dossiers. Vous faites partie du groupe partis qui se sont retirés, qui ont posé des conditions. Non, pas retirés, on ne s'est pas retiré. Mais on s'est abstenu de déposer les dossiers parce que du fait que le fichier, bien sûr, mais les opérations qui étaient menées n'étaient pas dans les normes. On savait déjà que cette élection n'allait pas donner un résultat et que ça n'allait pas se tenir parce que le forcing par lequel la CENI est allée aux opérations, les délais qui ont été donnés aux différentes opérations ne pouvaient pas rassurer quelqu'un comme moi qui connaît les opérations électorales. Bien sûr. Et la façon dont les choses étaient menées par la CENI, comme si elle était sous ordre, ne nous rassurait pas non plus. On va à une élection pour avoir des résultats. Si c'est aux législatives, c'est pour avoir des députés. Mais nous ne voulons pas avoir des députés distribués, mais des députés acquis à la sueur de nos fronts. Bien sûr, très important, oui. Ces élections, les échos qu'on apprenait n'étaient pas rassurants parce que
ça allait être une simple distribution des postes de députés à des partis qui ont pris part. Donc à cause de ça, nous n'avons pas déposé nos dossiers. Venant maintenant à votre question, c'est vrai que nous sommes dans une crise aujourd'hui. Comment sortir de cette crise? On a besoin d'aller à un dialogue. L'opposition ne va pas refuser d'aller à un dialogue sincère. Nous voulons cette fois-ci avoir un dialogue où on va tenir compte des vrais problèmes, où on va tenir compte aussi des recommandations de ce dialogue-là pour nous permettre d'aller à des élections crédibles. Nous voulons aussi avoir un fichier assaini, un fichier propre, pas un fichier comme celui-là où un seul électeur a 3, 4, 5 cartes d'électeurs. Ce n'est pas du tout normal. Un fichier dans lequel il y a des morts, un fichier dans lequel il y a des mineurs de 10 ans ne nous rassure pas. Il faut remettre à plat ce fichier et aller à des élections propres. C'est vrai que la question de couplage présidentiel et législatif, on n'est pas encore là. C'est le dialogue qui va définir ça. Mais couplage aussi, référendum et législatif, je crois que le professeur Alpha Condé doit retirer son projet de référendum aujourd'hui, parce qu'on n'a pas besoin de ça. On doit aller aux élections en octobre 2020. Nous mettre dans des histoires de référendum ne fera que violer les échéances et nous approcher de la présidentielle sans nous apprêter pour une élection présidentielle. Oublions cet aspect référendum, allons aux législatives pour nous permettre d'aborder les dernières élections, l'élection présidentielle en octobre 2020. Mais aujourd'hui, avec le retrait des commissaires au sein de la CENI dans le processus électoral, est-ce que cela aussi ne pourrait pas impacter? Bon, mais c'est un facteur important. En fait, ces élections allaient être organisées avec les commissaires de la mouvance et de l'administration et de la société civile qui représentent 10 commissaires. Mais une commission électorale déjà amputée, une commission de 17 personnes amputée de 7 personnes ne peut pas faire un bon travail. C'est pas normal. En fait, en Guinée, on ne tient pas compte des normes au moins qui existent dans les autres pays. Quand la CENI s'entête à aller à des élections avec 10 commissaires, pour produire quel résultat? Et aujourd'hui, les conséquences, on est en train de les sentir. Parce que des chronogrammes de ce genre, comme s'ils n'étaient pas des techniciens, comme s'ils ne connaissaient pas les délais qu'on peut accorder à une opération électorale, aller à un forcing pour fixer des dates, comme si on les obligeait à fixer cette date-là, nous donne aujourd'hui un résultat négatif. Et ce que je regrette, c'est que l'argent du contribuable a été gaspillé. Justement, par la on a l'impression que aujourd'hui, on n'a pas été pris en compte. Mais c'est des milliards qui sont dépensés pour un résultat zéro. Ça, le peuple de Guinée doit réclamer ça au gouvernement et à la CENI, parce qu'ils sont entièrement responsables de ce gaspillage-là. C'est pas normal. Nous allons vous proposer le dernier reportage bien avant de revenir sur la conclusion de cette émission. On revient dans un instant. Suite au report du double scrutin du 1er mars, une mission de médiation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO est attendue à Conakry ce mardi. Objectif: évaluer la fiabilité du logiciel de gestion du fichier électoral. À Conakry, cet effort de médiation de la CEDEAO est diversement interprété par les citoyens. Les parties prenantes de la Guinée ne se font pas confiance maintenant. Il faut l'implication des organisations internationales pour nous séparer. Ça ne nous rassure pas. Moi, en tout cas, ça ne me rassure pas. L'implication de la communauté internationale, ça ne me rassure pas si on va trouver une solution. Je suis content pour ça. Non, on attend la vérité. Tout ça sera clair. Parce qu'ils sont venus pour ça, ils ne sont pas venus pour les mabouilles. Nous, on attend la vérité. On met la vérité devant les Guinéens. La manière qu'on doit aller là, la manière qu'on doit s'en sortir dedans. Nous, on est contre ce que le CEDEAO vient ici. Notre problème, c'est notre problème. On doit arranger ça en l'amiable. Alors, le boulot n'est pas venu mêler dans notre affaire. Cet étudiant est plutôt catégorique. Pour lui, la médiation internationale ne donne pas une bonne image de la Guinée. Il est de ceux qui privilégient le dialogue interguinéen. Pour moi, peut-être ils vont essayer de sensibiliser M. le Président, de renoncer peut-être son projet de troisième mandat en Guinée, peut-être. Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, ils vont donner des conseils concordants au M. le Président.
Non, ça ne donne pas une bonne image. Ça donne pas une bonne image. Nos problèmes de la Guinée, donc on doit gérer ça ici, à nous-mêmes. Il faut qu'il écoute. Le président de la République doit écouter. La manière dont on l'écoute, lui aussi doit écouter les autres. Et ça ne peut pas continuer comme ça. C'est un être humain qui peut parler à un être humain. Cette délégation des experts de la CEDEAO va également se pencher sur les 2 400 000 électeurs problématiques, également dénoncés par l'Organisation internationale de la francophonie. Pendant ce temps, l'opposition qui maintient la pression sur le pouvoir projette de nouvelles manifestations les 5 et 6 mars 2020. Nous entamons bien sûr le dernier virage de cette émission avec notre invité. Il s'agit de M. Jacques Bonimi. Il est le président de l'UPG, ancien commissaire de la CENI. Monsieur le Président, vous avez suivi la réaction des citoyens, des points de vue vraiment différents. Bon, en fait, on fait venir les étrangers parce qu'on ne s'entend pas entre nous-mêmes. Oui. Il a fallu combien de manifestations, combien de morts devant la mémoire desquelles nous nous inclinons. Oui. On est à 40 morts dans ces revendications-là. Et à ça, et quelques blessés. Cela ne dit rien au Guinée. On continue à tuer les gens, on continue à manifester et on pense que marcher, c'est des imbéciles qui marchent dans la rue, jusqu'à dire laissez-les marcher, c'est eux qui savent ce qu'ils vont faire. Je crois que ce n'est pas bien pour notre pays. Oui. On doit se respecter et aller à des choses essentielles. On est obligé aujourd'hui, en 2010, vous avez vu, nous avions préparé les élections totalement et le général Sangaré est venu pour 2 semaines. Il a eu le bénéfice de l'organisation de ces élections-là. Oui. Et malheureusement, on ne respecte pas les cadres guinéens. C'est à lui qu'on a décerné la médaille. Comme si c'est lui qui avait fait le travail. En 2 semaines, tu peux organiser une élection. Pas du tout. On lui a donné une médaille de l'ordre de mérite national et les 24 autres commissaires de la CENI, on ne leur a pas donné des médailles. Je crois que le Guinéen doit reconnaître les efforts des uns et des autres. Oui. Et aujourd'hui, on est obligé d'aller avec ces étrangers. C'est vrai que la mission qui vient n'est pas celle de la médiation. C'est une commission technique qui vient recueillir du fichier, l'assistance à la CENI. Voilà, s'occuper, appuyer la CENI. Mais la vraie commission de médiation doit venir. Ok. Alors, rapidement, le retrait de l'OIF au sein du processus, est-ce que c'était un temps opportun? Bon, le retrait de l'OIF a eu un effet sur ceux qui avaient réquisitionné l'OIF. Oui. Mais moi, j'avais déjà condamné la présence de l'OIF dans ces opérations de traitement des données au site central. Oui. Parce que l'OIF a pris part à l'audit. Oui. Si les recommandations de l'audit ne sont pas respectées, qu'est-ce que l'OIF fout dans ce travail-là? L'OIF n'avait qu'à renoncer dès le départ à ce travail parce que si les recommandations de l'audit auxquelles l'OIF même a pris part avec l'Union européenne, avec le PNUD et les experts nationaux, ces recommandations-là ne sont pas respectées, l'OIF devait jeter l'éponge et ne pas prendre part à ces crimes-là, mais malheureusement, l'OIF est venu s'embourber. Oui. Et pendant que l'OIF travaillait la journée, la CENI faisait un autre travail la nuit. La soirée, oui. Bon, finalement, l'OIF a vu que ça ne pouvait pas aller et ils ont jeté l'éponge. Donc, pour moi, c'est un non-événement parce qu'ils sont complices de ce travail-là. Oui. Les experts de l'OIF sont complices du résultat que nous avons aujourd'hui. Oui. Alors, votre message à lancer à l'endroit du peuple de Guinée? Bon, le premier message, c'est de demander au président de la République de penser au peuple de Guinée. Oui. Retirer carrément son projet de 3e mandat parce que c'est ce qui crée aujourd'hui le problème. On pouvait réviser simplement la loi fondamentale. Cette constitution, on n'avait pas besoin d'un changement de constitution. Le fait déjà de parler de changement de constitution, ça fait fâcher. Je n'ai jamais vu comme un projet. Ça fait fâcher, mais ça fait déjà mettre l'idée d'un 3e mandat pour le professeur Alpha Condé. Oui. Aujourd'hui, s'il est vraiment conscient de la situation du Guinéen et de ce qui se passe, oui, c'est de retirer ces projets-là et accepter qu'il y ait un dialogue franc entre les Guinéens pour qu'on retrace notre ligne pour arriver à... Alors, Monsieur le Président, vous avez été commissaire de la CENI. Est-ce que, honnêtement, la CENI est indépendante en Guinée?
Non, la CENI, par son nom, est indépendante. Non, Commission électorale. Laissez-moi aller. Oui, allez-y. Par son nom, elle est indépendante. Oui. C'est une commission qui devrait en fait recevoir tous les fonds à utiliser, mais l'État amène la CENI à ne pas être indépendant parce qu'on met la CENI au restreint, on ne lui donne pas les moyens pour travailler de telle sorte que les commissaires et le président de la CENI sont obligés de courir après un ministre des Finances, après un ministre du Budget et même aller à la présidence pour débloquer certaines Mais situations. quand vous étiez membre, est-ce que vous n'avez pas la pression de l'exécutif dans... Mais on a toujours eu ça parce qu'on n'est pas indépendante financièrement. Pour que la CENI soit indépendante, il faut l'autonomie financière. Tant qu'elle n'a pas ça, elle va être dépendante du pouvoir d'achat du gouvernement. Alors, Monsieur le Président, on ne peut que vous remercier. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Je suis très ravi. C'est ma première fois de venir à votre télévision, mais je suis satisfait déjà des installations que j'ai vues. Merci. Et je pense que vous devez continuer les efforts pour couvrir toute la nation. Merci. Aimables téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, notre invité était bien sûr M. Jacques Bonimi. Il est le président de l'Union pour le progrès de la Guinée, ancien commissaire de la CENI. Nous vous souhaitons une excellente suite de programmes en compagnie bien sûr de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.